dans ce studio, mesdames et messieurs. Les grandes gueules pour votre plaisir tous les matins depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. On revient dans un instant. Les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. Je vais demander à Amadou Sow de m'apporter des gants dans ce studio parce que c'est la rencontre de sommité ce matin, mesdames et messieurs. Je sais que un gars comme Ahmed Kourouma dans ce studio, évidemment, ça va barder dans tous les sens. Moi, en tout cas, je suis très heureux à chaque fois de le rencontrer. Mon cher Jacques Lewalino, notre invité s'est déjà installé, évidemment, dans ce studio. Eh ben, avec lui, nous allons débattre. On parlera droit ce matin. On parlera, entre autres, des droits de l'homme, mon cher ami. Oui, on parlera des droits et des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons le ministre en face. Ouais. Mais plus un avocat donc qui a des intérêts à défendre, un client qui se trouve donc détenu. Maître, bonjour. Bonjour. Bonjour donc à et cette bienvenue. émission. Et donc pour commencer, on aimerait bien vous toujours entendre. Un plaisir de le retrouver. Oui, toujours avec le même plaisir. Est-ce que c'est vrai que vous avez décidé de boycotter les audiences, ou disons la procédure en cours enclenchée contre vos clients? Non, je pense qu'il y a une nuance à porter. Okay. D'abord, la précision, c'est que je viens sur ce plateau aujourd'hui pour parler de ce dossier. Exact. Dans les limites strictes, respect absolu du secret de l'information, si tant est qu'il y a une information. Et deuxièmement, en tant qu'avocat, je suis mal à l'aise d'être tout seul ici. En face, il n'y a personne. Parce qu'en face, hier, le procureur s'est permis de venir sur les médias pour parler de ce dossier dans des conditions qui sont inacceptable. Et c'est pour ça que je viens pour lui porter la réplique. Donc vous ne vous retirez pas? Parce que j'ai pu entendre dans les communications hier que les avocats de ces anciens ministres décidaient de s'arrêter là. Sur le cas Zakaria Koulibaly. Non, je vous donne la nuance. C'est que pendant qu'on était dans la procédure dans laquelle on était, un collège d'instruction a été saisi par le procureur spécial au fin de reprendre la main de la procédure, ce pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas assurer de notre présence hier lorsque le ministre Zakaria Koulibaly a été convoqué à la CRIEF. Voilà l'information que j'ai. Alors, monsieur le ministre, pour revenir un peu aux derniers événements, le collectif des avocats qui défendent l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, porte en faux le fait que le procureur spécial, la CRIEF, parle de flagrance dans ce dossier. Vous dites que dans pareil cas, notamment dans les griefs qui leur sont reprochés, détournement de fonds, blanchiment d'argent, etc., la flagrance délit n'est pas possible. Expliquez-nous un peu. A priori, elle n'est pas possible, mais ça c'est notre argumentaire d'avocat de la défense. Notre vérité n'est pas absolue. On dit simplement que la flagrance est définie et comporte un élément d'instantanéité et d'immédiateté. Je vous mets une claque tout de suite, vous me retournez la claque, on est en situation de flagrance parce que l'événement qui est malfaisant se produit instantanément et immédiatement, et à la limite, il y a même des traces que je vous ai donné un coup. Ça c'est la flagrance. Maintenant, la flagrance telle que définie par le procureur spécial prend en compte. Par le code pénal. Non, procédure pénale. Par le code de procédure pénale. Moi, je dis rien de tout cela. Je dis ce que dit. C'est la loi qui le dit, maître. Non, ce que dit le procureur spécial, je parle du dossier. Je ne suis pas en dehors du dossier. Ce que dit le procureur spécial, c'est qu'il y a flagrance dans la mesure où, 1, des gens ont été démis de leur fonction depuis 7 mois. 2, l'infraction dont il s'agit a dû se commettre au moins durant leur exercice professionnel, fonctionnel du moins. Et troisièmement, il constate 7 mois après qu'il y a flagrance. On ne rentre pas dans ce débat-là. Ce que l'on dit simplement, et qui est le vrai débat, c'est qu'il vise, et il a visé hier ici, les dispositions de l'article 461 du Code de procédure pénale. C'est là qu'on lui dit qu'il a tout faux. L'article 461 indique que dans des circonstances exceptionnelles, le procureur spécial qu'il est peut, lorsqu'il poursuit des gens, décerner mandat dans des conditions telles qu'il lui est impératif de renvoyer les personnes qui font l'objet de mandat le lendemain
devant le tribunal, Oui. ou éventuellement le surlendemain. Oui, mais sur ce plan, il a été clair. C'est à la demande de leur avocat. Attendez, franchement, vous ne pouvez pas répéter ça. Les avocats ne sont pas des juges. Les grandes gueules. Les avocats assistent. Et je vous dis simplement 461. Pourquoi citer 461 qui cite 144? Et l'article 144 reprend les dispositions pertinentes de l'article 461 en indiquant que pour les infractions qui sont prévues par des lois spéciales, le procureur spécial ne peut pas décerner mandat. Alors, j'ai l'impression que vous êtes, vous l'avez dit, ce que vous dites, c'est pas une vérité d'évangile, puisque ça peut aussi ressembler à une lecture un peu sélective, parce que vous défendez vos clients. Mais toujours par rapport au même code de procédure pénale, hier on l'a écouté ici, il est allé sur la base de l'article 63, mais aussi 114 qui dit qu'en cas de crime flagrant, ou si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne en cas de flagrant délit, si le juge d'instruction n'est pas saisi, et lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République interroge le suspect sur son identité et sur les faits, et s'il décide de le poursuivre, saisit le tribunal pour la procédure de flagrant délit et peut décerner mandat de dépôt contre lui. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Lisez la suite. C'est ce qu'il a fait. Et plus loin, on dit les dispositions ci-dessus sont inapplicables aux infractions dont la procédure est réglée par les textes spéciaux ou si les inculpés sont des mineurs. Stop. Et Stop. Et Stop. ceux qui sont aujourd'hui devant la juridiction ne sont pas dans ce cas de figure. Stop. Vous dites faux. Ils ne sont pas mineurs. Ils ne sont pas mineurs sans doute. Oui. Mais ils sont poursuivis. Pour les cas spéciaux. Pour le détournement des deniers publics, pour la corruption et pour le blanchiment. Ce sont 3 infractions qui sont prévues. Les grandes gueules. L'ordonnance qui crée la CRIEF. Et l'ordonnance qui crée la CRIEF est une loi spéciale. C'est pour ça qu'on a affaire à un procureur spécial. C'est pour ça qu'on a affaire à une cour spéciale. Donc vous êtes aujourd'hui en train de dire ce matin, puisque l'ordonnance. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Non, je suis sur la même question. L'ordonnance qui crée aujourd'hui la CRIEF, ce sont les compétences de la Haute Cour de justice qui ont été transférées à la CRIEF. Puisque en Guinée, on ne pouvait pas jusque-là poursuivre. N'épiloguez pas. Je finis. Je dis parce que simplement. jusque-là, on ne pouvait pas poursuivre un ministre, un chef d'État. C'est pas mon sujet. Justement, pour pallier ce problème, le gouvernement a décidé cette fois-ci de mettre en place une juridiction qui allait revenir sur ces cas. Et aujourd'hui, lorsque on est des personnes devant la justice, je pense que sur l'ordonnance, aujourd'hui, le procureur est dans son rôle. Quelle est votre question? La question, c'est... Vous dites que le procureur spécial n'a pas qualité, parce que tout simplement, on parle de corruption. Mais la corruption, elle est punie dans le code pénal. Non, n'allez pas plus vite que la musique. Il a lu la disposition de l'article 114 du code de procédure pénale. Nous y sommes toujours. L'alinéa 2 dit, pour les infractions qui résultent d'une loi spéciale, les grandes gueules. Le procureur est interdit de décerner mandat. Absolument. Et les lois spéciales, c'est lesquelles? C'est la loi, l'ordonnance qui crée la CRIEF en tant que juridiction exceptionnelle d'une part, mais juridiction spéciale d'autre part. 2. Il y a tout un listing des infractions qui fondent la compétence de la CRIEF. Les grandes gueules. Et son article 5 qui reprend le détournement, la corruption et le blanchiment. Ce sont des infractions qui résultent de lois spéciales, en l'occurrence l'ordonnance qui a été créée ici en Guinée. Mon sujet n'est pas qu'ils sont ministres ou pas ministres, c'est pas le débat. Mon sujet, c'est que les infractions qui sont poursuivies, qui résultent d'une loi spéciale, ne permettent pas au procureur spécial de décerner mandat. Et je vous dis pourquoi. Le procureur spécial est une partie au procès. Dans le cadre d'une procédure pénale, il y a 3 parties. Il y a celui qui demande, il y a celui qui défend, il y a celui qui représente l'intérêt général. Le fait que le procureur spécial puisse être amené à prendre un mandat, ça résulte d'une situation exceptionnelle. C'est pour ça que la loi dit, s'il lui arrive de faire ça, parce que simplement il a dû arrêter Kassori, Fofana, Diané et toute la suite, qu'en l'occurrence il n'avait pas de juge d'instruction, il est tenu dès le lendemain de les présenter au juge. Parce que lui, il n'est pas une sur cette question, Antoine, permets de les présenter à un juge. Oui, parce qu'on est dans un cas de flagrant délit. Parce que là, justement, c'est tout de suite, c'est sur le champ. N'affirmez pas que vous êtes en cas de flagrant délit. Non, c'est ce que dit le procureur. Exactement. Sur le champ. Oui. Si le jour J, c'est pas fait, le lendemain, c'est pas fait, et la même loi lui donne la latitude de transférer le dossier devant un juge d'instruction. Ok, reprenons le dossier. Avez-vous la preuve que le 6 qu'il a décerné mandat,
que le 7, avez-vous vu un acte de présentation devant le tribunal? Il a dit ici dans les grandes gueules, on ne dit pas, selon ses propos qu'il a échangé avec les avocats. Avec les avocats. Qui n'ont pas contredit. Écoutez-moi. Voilà, si c'était faux. Non, attention, si c'était faux. Parce que. Laissez-moi parler. Non, je pose ma question. Vous allez parler tout de suite. Mais laissez-moi parler. La disposition, elle est claire. Mais je rappelle là, voilà, puisque nous lisons tous. Non, mais ne faites pas l'avocat. Hier, il a dit. Non, je ne suis pas l'avocat. Non. J'ai pas terminé ma phrase. Je dis ce que dit le procureur. Je disparais derrière ma source. C'est ça un journaliste. Non, mais votre source à vous. Le procureur, hier, dans cette émission, il a été clair. Il dit que si le jour J ou le lendemain ce n'est pas fait, la loi lui donne l'autorisation de transférer le dossier devant un juge d'instruction. Et plus loin, il dit, j'ai échangé avec les avocats de ces personnes et nous sommes entendus. Alors, s'ils n'étaient pas d'accord avec... Lundi, le procès s'ouvre. S'ils n'étaient pas d'accord avec les propos du procureur, ils auraient pu prendre la parole pour démentir. Est-ce que j'ai la parole? C'est là le problème. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole, maître. Allez-y. Je défie au procureur d'apporter la preuve qu'il a un tant soit peu pris un acte de procédure qui indique aux avocats que le lendemain, une audience se serait tenue. Mieux. Il a menti? Il a éhontément menti. Bon. Les grandes gueules. Je le confirme. Il a flagramment menti. Non, il a éhontément menti parce que je suis encore très poli, je reste dans les limites de la courtoisie stricte. Évidemment. Deuxièmement, il ne peut pas apporter la preuve que le lendemain, il a pris un acte de procédure déférant les gens devant le tribunal. Alors vous dites, il a dit, les avocats ont dit. Vous savez, le droit processuel ne résulte pas de il a dit. Il y a un acte qui est pris, qui est notifié à chacune des parties pour dire aujourd'hui que vous êtes déféré devant le tribunal à telle heure et vous avez une convocation. Et vous vous présentez devant le juge. Premier jour, ça ne s'est pas fait. Deuxième jour, ça ne s'est pas fait. Et le troisième jour, il s'est rendu compte de sa bourde. Vous savez pourquoi? Non. Ce procureur n'a agi que dans le seul et unique but de placer sous mandat 4 personnes dont il savait qu'ils n'avaient aucune compétence de les placer sous mandat. C'est de la forfaiture. Donc ce que vous voulez dire, justement, je voulais embrayer sur... C'est de la forfaiture. Vous pensez aujourd'hui le fait de transférer ce dossier devant un juge d'instruction? Mais c'est une faute, mon cher ami. En droit processuel, encore une fois, vous n'avez pas la liberté de serrer à gauche et de serrer à droite quand bon vous semble. Ça s'appelle de l'estoppel en droit. Lorsque vous avez pris un chemin procédural, vous êtes tenu de suivre ce chemin procédural parce qu'en même temps que vous, laissez-moi terminer. Sauf que la loi vous permet aussi... Vous n'êtes pas gentil de me laisser pas. C'est la contradiction, c'est normal. Oui, c'est normal. Non, coupez-moi quand vous voulez. Mais coupez-moi. De chemin. Et sur le même chemin, plus loin, il y a une autre disposition qui prévoit sur les 2 jours, si le procès... Ce n'est pas juste ce que vous dites. Il doit transférer le dossier devant le juge d'instruction. Mais alors, je dis l'acte initial, le mandat de dépôt, il n'a pas capacité. Il n'a pas compétence. Voilà, mais justement, maintenant là, on commence à se comprendre. Mais si vous dites qu'il est lancé, il devait pas. Mais non, là, c'est la loi. Une série de raisonnements. Non, là, c'est je vous dis simplement que le chemin procédural qui est pris par le procureur, il n'a pas le droit d'en sortir si ce n'est avec l'avis de tout le monde et sous le contrôle du juge. Sur cette base-là, il a faux. Mais en réalité, revenons au mandat. Lui, il sait qu'il a faux. Lui, il sait que le deuxième alinéa de l'article 114 lui interdit de poser un mandat. Il a posé. C'est pour ça qu'on le poursuit en forfaiture. Alors, d'où ma question, maître. Vous pensez que le mandat subséquemment venu à la question de flagrance délit était délibérément pris par le procureur pour pouvoir garder dans les géoles ses 4 clients? Mais bien sûr, il le sait d'autant plus que lui-même... Qu'est-ce qui peut motiver une action pareille, selon vous, concrètement, dans le droit? Mais ce qui peut motiver, c'est tout l'acharnement personnel de ce procureur spécial. Oui, c'est trop facile. Là, on écoute un avocat, c'est normal. Mais vous avez eu le malheur d'inviter un avocat. Là, on écoute un avocat. C'est trop léger, ça. C'est de dire... Laissez-moi compléter. Voilà la lettre que le procureur spécial a quand même adressée aux avocats. Lui-même reconnaît sa bourde en disant, c'est pas un acte de procédure, donc je peux le lire. Pas de secret. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans la procédure suivie contre M. Ibrahim Kassori Fofana, dont vous êtes le conseil, initialement orienté en flagrant délit, le parquet a finalement saisi la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de temps. On ne peut pas, dans un cabinet de procédure, tirer à où
tiré à Dia. Non mais attendez, vous nous disiez tout à l'heure. Ça aussi. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il ne vous a pas informé. Et là vous sortez une lettre. Je ne comprends pas. Justement, c'est bizarre. Mais Vous non. disiez qu'il ne vous avait pas informé. On peut Vous voir êtes à la recherche de la petite. Mais bien sûr. L'authenticité. Vous êtes à la recherche de la petite bête. Je vous ai pas Non, dit ce ça. n'est pas une question. Vous avez dit que vous n'avez pas été informé. Non. Et là vous nous sortez une lettre où c'est clairement annoncé qu'il vous a Tout à l'heure, indiqué. on semblait dire que de l'échange qu'il y a entre le procureur spécial et les avocats, qu'il résulte un acte de procédure. Je vous ai dit, c'est le contraire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis très cohérent et très logique. Toujours Vous avez dit qu'au début c'était la flagrance et lorsqu'il a décidé de changer, vous n'avez pas été C'est informé. lui qui a dit que c'était la flagrance. Moi, je lui dis, on lui dénie le droit d'opter pour la flagrance et de changer lui-même, personnellement, volontairement, individuellement, Mais vous avez été informé lorsqu'il a décidé de changer. après coup. La preuve c'est la lettre. Mais bien sûr, je vous dis après coup. Je vous montre cette lettre. Et il a dit hier dans cette émission, parce que si qui ne dit mot consent, Mais comment vous pouvez dire ça en procédure? Non, On a un droit attendez. Si les avocats, parce qu'il a dit hier ouvertement à l'antenne, les avocats étaient à l'écoute. On aurait pu quand même les écouter, qui nous disent non, c'est des mensonges, comme vous l'avez dit. Mais ils l'ont pas fait. Mais instantanément, pendant qu'il Il a parlait. démenti ça où? Mais sur une radio concurrente. Sur une radio, si. Mais oui, alors, vous pouvez douter de ce que vos deux confrères vous disent. Donnez-moi ma lettre, s'il vous plaît. Mamadou Ismaïla Konaté, mesdames et messieurs, avocat donc de Kassouri et compagnie, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Allez-y, mon cher Ahmed Kourma. Maître, bonjour. Considérez-vous... Il est très silencieux ce matin, Ahmed. Mais je suis ravi de l'entendre parce que ces propos ont fondé ma procédure hier. Merci pour le compliment. Waouh. Je vous ai dit, hein. Il fallait pas faire ça. Des compliments. Ah non, mais merci pour le Il est compliment. baba, là. Ah non, mais je suis bouche bée. Ah non, mais maître, merci. Mais maître, il fallait pas le faire. Alors, mais Ahmed, maintenant, expliquez, maître, parce que là, expliquez. Allez-y. Non, expliquez, maître. Je vous laisse la parole. Voilà, Je vous dis, expliquez. quand je suis arrivé. Compliment. Non, il peut fondre parce que. Vous verrez tout de suite. En fait, il y était. Je suis passé de radio en radio, et particulièrement votre radio que j'aime bien, parce que simplement il y a suffisamment de grandes gueules ici Des grandes qui hurlent gueules. tellement bien. Et la principale grande gueule, c'est quand même Ahmed. Quand je l'ai entendu ouvrir, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il va dire? Et puis je l'entends une fois, je l'entends deux fois, j'appelle deux, trois confrères, j'ai dit écoutez-le. Écoutez-le. Parce que je mettais en contradiction flagrante les propos du procureur qui lui-même a cité une disposition. Après, il nous a lâché, hein. 460, oui, mais Voilà. of course. Yes. Of course, parce que la charge de Ahmed était tellement lourde. Donc, Les grandes gueules. le téléphone s'est coupé. Alors, visiblement, il a lui-même Antoine. cité 461. Dans 461, il y a 114. Et Ahmed a dit, monsieur le procureur, sauf votre respect, ce que vous dites n'est pas logique. Visiblement, votre détermination. Finalement, Ahmed Dora. Les grandes gueules. Non, mais vous savez, maître, vous êtes maître. Là, ils sont jaloux, mais vous avez le temps. Mais ce n'est pas une question de jalousie. Bon, je peux poser ma question. Vous savez, c'est un avocat qui est là, je comprends sa stratégie. Non, neutraliser. ils sont incapables de reconnaître mes qualités. Je pense qu'il C'est incroyable. Il a réussi à le Je neutraliser. rappelle tout simplement tu as que vu ça? cette lettre que Maître vient de nous brandir a été signée le 7. Donc c'est pas une lettre qui est sortie hier. Ouais. Donc ça veut dire que les avocats ont été bien informés. Mais quelle est la conséquence que vous tirez du fait que les avocats ont été informés? Nulle. Rien. Qu'on soit informé, tant qu'on n'est pas saisi d'un acte. Ça apporte une contradiction à vos propos. Du tout. Vous disiez qu'il n'était pas informé. Alors, La lettre apporte la contradiction. Alors, s'il vous plaît, je suis invité, laissez-moi placer un ou deux petits. Allez-y. Oui, mais je reviens pour vous dire. Le principe ici, c'est qu'on apporte des contradictions. Mais bien Sur la sûr, liste, voilà. apportez-le. Peu m'importe l'information des avocats. Ce qui m'importe, est-ce qu'il y a eu un acte de procédure notifiant aux avocats qui sont appelés à l'audience le lendemain? On est en matière de procédure là. Mais là, il a reconnu qu'il n'y a pas un acte de procédure, mais il vous a informé du nouvel cheminement. Je vous dis, peu m'importe l'information. Oui, non, mais Peu m'importe l'information. Mais ça n'impacte pas un droit processuel. Il m'informe clairement. Une question. Ça s'il vous plaît. m'importe pas. Maître, aujourd'hui, vous êtes en Guinée depuis ce week-end pour défendre vos clients. Vous êtes un renfort, je l'ai rappelé tantôt hier. Alors, Je vous ai entendu hier aussi. oui, C'était pas sympa pour nos confrères guinéens. ça montre tout le sérieux qu'il y a dans ce dossier. Vous arrivez, quelles sont les informations en votre possession? Parce que moi, jusque-là,
il y a un flou total à mon niveau. Ouais. Je ne sais pas quelles sont les charges véritables qu'on porte contre votre client, quels sont les éléments que le procureur a contre vos clients. Parce qu'il dit avoir des éléments assez graves qui l'autorisent à mettre en détention vos clients. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ces éléments dont il dispose? Et dites-nous à quand le procès? Alors, c'est ça qu'il faut rappeler en termes de principe fondamental en matière de droit de la procédure. La loyauté s'impose à tout le monde. Le procureur ne peut pas être en possession aujourd'hui d'informations qu'il garde sous le coude. La procédure est ouverte. Imaginez qu'il ait découvert un cadavre dans le frigo de Kassori Fofana. Il ne peut pas se le garder tout seul au stade de la procédure. Vous n'êtes au courant de rien? Vous voulez me dire que vous n'êtes au courant de rien? Non, je suis en train de répondre plutôt. Allez. Alors qu'il ait un cadavre de phacochère dans le frigo de Kassori Fofana, il ne peut pas lui seul être en possession de cette information et ne pas nous la communiquer. Absolument. Au stade d'aujourd'hui, en dehors des PV d'enquête de police, qui n'ont absolument rien à voir ni avec le détournement, ni avec le blanchiment, ni avec la corruption, les éléments d'information qui résultent de ces PV d'enquête parlaient de toute autre chose. En situation d'enquête, subitement on parle, 1, de mandat de dépôt, 2, de flagrant délit sur des éléments factuels dont on n'a pas possession. Exemple d'éléments dont dispose le procureur. Mais ils ne les connaissent pas. Donc vous ne les connaissez pas. Non, mais je vous assure que j'ignore tout. Vous n'avez pas accès au dossier. Mais non, ils n'ont pas accès. Mais je vous parle de loyauté. Les grandes gueules. Normalement, la défense doit avoir accès au dossier, non pas. Mais maître, j'ai une question. Pour qui connaît votre parcours. Mais à quand le procès? Je peux poser ma Je question? réponds à mon ami Ahmed d'abord. Merci. Oui, Allez-y, Ahmed. Merci, maître. Alors, pour qui connaît votre parcours, on sait qu'au Mali, vous avez été ministre de la Justice et on sait votre engagement contre la lutte, justement, contre la corruption, etc. Et je vous dis, aujourd'hui, la CRIEF est un outil nécessaire à la Guinée. On en a besoin. Mais cette impression qu'elle est dévoyée, moi, me pèse. Est-ce que vous avez l'impression que la procédure qui a été engagée, on a plus privilégié la présomption de culpabilité au détriment de cette sacro-sainte présomption d'innocence? C'est évident, vous savez, un homme politique, c'est toujours la sale gueule. C'est toujours la sale gueule. Quoi qu'on fasse, nous tous, en face des hommes politiques, j'en ai été un, je n'en suis plus, mais on a une suspicion. Les grandes gueules. Oui, mais maître, le procureur ne peut pas quand même, un procureur spécial de la CRIEF ne peut pas quand même se lever un beau matin et placer sous mandat de dépôt Diba, Jacques, Maf et Ahmed sans que ces éléments, sans que des éléments fondés ne soient à sa possession. C'est trop risqué. Je reviens à Ahmed. Et je vous prends tout à l'heure pour répondre. C'est pas très procédural non plus. Vous aimez plus Ahmed que nous autres. Bien sûr, bien sûr. En tout cas pour ce matin. Bon. Pour les détournements de deniers publics, est-ce que vous connaissez le quantitatif de montant qui est reproché? Non. Aujourd'hui. Sur le blanchiment, est-ce que vous connaissez les choses sur lesquelles porte sur le blanchiment? Non. Sur la corruption, est-ce que vous connaissez le quantitatif de montant qui est en cause? Ça fait 6 jours qu'ils sont sous mandat de dépôt. Ça fait 6 jours que sur la base de détournement, on ne sait pas si c'est plusieurs milliards de dollars qui sont en cause. Le procureur n'a pas parlé. Et pourtant, il connaît bien le chemin des médias. Hein. Il vient ici souvent, il parle de choses et d'autres. C'est pour ça que je dis, on est dans un flou artistique. Oui, certes, il n'y a pas eu une déclaration officielle du procureur. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifierez le fait que des anciens dignitaires soient convoqués et amenés à justifier peut-être leur gestion et des mannes financières qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à justifier? Mais attendez, comment est-ce que vous qualifierez cela, vous? Votre question n'est pas juste parce que personne n'est allé les trouver pour dire voilà le milliard justifié. C'est pas comme ça qu'on démarche en droit. Attendez. Non. La loi, c'est clair. La loi sur la corruption, c'est bien sûr. Et il y a une structure spéciale à la personne qui est accusée. Alors très content d'être des excellents journalistes. Vous prenez maintenant pour des vrais juristes et vous prenez des options qui sont difficiles à supporter. Quand vous dites la corruption permet ça, c'est pas possible, monsieur. Non. La loi sur la corruption. C'est la corruption. La loi sur la corruption. Elle régit quoi? Elle sanctionne la corruption. Elle prévient et sanctionne la corruption. Je vous dis, elle régit quoi, la loi sur la corruption? Le bon fonctionnement. Non, attendez, vous dites la corruption, vous allez... La bonne gouvernance. Voilà. Oui, mais ça régit les procédures pour... Je vais sortir... Je dois répondre à mon ami. Oui, mais ne nous mettez pas en même temps dans des jeux de mots. Non, ce n'est pas des jeux de mots. Quand vous dites aujourd'hui que la loi sur la corruption permet cela, ce n'est pas juste. C'est que tout le monde dit, 1, il y a une présomption que
au regard de ces hommes politiques, visiblement de leurs biens, forcément l'origine de ces biens est illicite. Il ne s'agit pas de le dire. Il faut le prouver. Non. Attention, là, nous sommes en finances publiques. Non, attendez. S'il te plaît, nous sommes en finances publiques. Et en finances publiques, la disposition, elle est claire. On dit qu'il y a la présomption de culpabilité. La charge de la preuve incombe au prévenu ou à l'accusé, c'est-à-dire, il revient à l'accusé ou au prévenu de justifier l'origine de ces fonds qui font l'objet de suspicion. Quand il est mis en cause, cher monsieur. Justement, et aujourd'hui, c'est le cas. Non. C'est le cas. Laissez-moi parler. Non, mais on vous laisse parler tout ce temps, vous parlez, mais vous êtes toujours dans une défense. Non, du tout. C'est-à-dire que vous évoquez des choses nouvelles dans le débat et vous laissez pas le débat se faire là-dessus. Allez-y. Vous invoquez une disposition qui concerne quelqu'un qui est mis en cause dans le cadre de la corruption. La démarche est la suivante. Cher monsieur, on vous soupçonne d'avoir eu un comportement qui est à l'origine d'un détournement de la loi dont la conséquence vous a doté de biens que vous n'aurez pas eu si ce n'est pas la mise en œuvre de cela. Ça, c'est la corruption. L'enrichissement illicite, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, au plan patrimonial, on estime que vous avez un quantitatif qui est tellement important que vos revenus ne peuvent pas justifier. Dans ce cas-là, vous êtes mis en cause d'une part et il vous revient à vous d'apporter la preuve que l'origine... Oui, c'est ce que c'est normal. Mais Les grandes gueules. Hier autour de la Bien, allez-y, ma fille. Hier autour de la table. Mais je confirme. Hier autour de la table, vous confirmez, ça signifie que votre position de départ a changé. Pardon, Antoine. Allez-y, ma fille. Il y a un d'entre vous qui disait que s'il y a quelque chose qui est difficile à prouver, c'est bien la corruption. Et j'ai encore en mémoire hier l'intervention du procureur qui disait, par rapport aux éléments, il ne disait pas qu'il n'en avait pas, mais il s'abstenait de communiquer sur les éléments qu'il détenait. La loi le lui confère ou pas? C'est malhonnête. Je vous ai parlé de loyauté procédurale. Je vous ai parlé... Non, mais je vous ai parlé de loyauté procédurale. C'est une question. La loi le lui permet ou pas? Mais la loi dit, le principe absolu en matière de droit processuel, c'est que les parties mettent tout sur la table. On discute. C'est ça le principe dispositif. C'est le principe. Mais est-ce que dans les détails... Pardon, allez-y. Est-ce que... C'est le principe. Mais est-ce que, vu sous un autre angle, la loi le lui permet? C'est ce que je veux comprendre. Je vous dis que la loi nous impose d'avoir une démarche loyale en matière de procédure. Maître, pour parfaire la question, est-ce que il y a... Attendez les garçons. Est-ce que... Non mais pour parfaire... Maître, non mais j'ai une question justement. Si tu me laisses parler. Si tu me laisses parler, j'avais une question. Merci, je suis la perfection même. Merci beaucoup. Pour parfaire la question de Maf, tu es jaloux ce matin, c'est bizarre. Pour parfaire la question, Maître, est-ce que dans la procédure, il y a obligation à ce que vous, défense, ayez accès au dossier? Est-ce que, en gros, est-ce que le procureur a l'obligation de partager le dossier avec vous? C'est ça ma question. Avant que vous ne répondiez, c'est ça la question. Laisse-moi placer. Je n'ai jamais vu Ahmed aussi doux avec un invité dans ce studio. Mais ce matin, il est très courtois. Allez-y. Mais je ne te reconnais pas ce matin, Ahmed. Il a posé une question, Antoine. Allez-y. Allez-y, maître. Vous êtes acharné pour rien. En fait, seul Ahmed est dans le sens. Les grandes gueules. C'est comme au prétoire. C'est très chaud. Donc vous êtes habitué. Bien sûr. Parce que, en fait, j'angoissais en venant ici, mais à vous entendre, je n'angoisse plus. Je n'angoisse plus. C'est amical. Les grandes gueules. Simplement, le principe du contradictoire est un principe absolu. C'est qu'on ne peut pas juger d'un élément factuel avant que toutes les parties au procès puissent évoquer l'élément factuel. Donc ça veut dire que ce que vous avez dans la voie judiciaire, vous le sortez, on en parle. Donc dire aujourd'hui que le procureur a son agenda, il ne peut pas avoir d'agenda. L'agenda, c'est l'agenda de la procédure. Maintenant, la question de Maf. Mais laissez-moi terminer. Est-ce que la loi lui permet au moins d'avoir un agenda? Parce que c'est bien cela. Est-ce que la loi lui permet elle vous a jamais dit ça. Non, mais c'est ça. C'est ça sa question. Elle confirme. Il a dit ici clairement, on lui a posé des questions. Est-ce que vous avez des éléments tangibles? Il a dit que évidemment qu'il a des éléments tangibles, mais qu'il s'abstient de les partager avec nous. Maintenant, ma question, est-ce que la loi lui donne ce droit? Il n'a pas le droit en raison du principe absolu de la loyauté procédurale. Le procès équitable, c'est le procès dans lequel... Il n'y a pas de secret d'instruction? Non. C'est lui qui est venu sur le média. Pas dans ce cas-là. C'est lui qui est venu alors, comment? J'ai dit l'instruction entre eux. C'est lui qui est venu dans les médias. Oui, mais ça tombe dans le domaine du secret de l'instruction. Quand on dit aujourd'hui qu'on poursuit un tel pour détournement des deniers publics, où est le secret quand on dit que c'est pour 1000 milliards de francs guinéens? Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous avez... Vous dites... Les grandes gueules. Vous avez dit que vous allez poursuivre le procureur pour forfaiture. Vous maintenez cela? Je confirme.
Okay. Alors c'est vrai que beaucoup parlent d'acharnement aujourd'hui. Et quand vous êtes venu, sûrement vous avez eu une séance de travail avec vos collègues guinéens. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit clairement, vos collègues guinéens, puisque le procureur, lui, n'a rien dit? Je refuse de répondre. Ah, vous refusez de répondre. Mais vous faites comme le procureur. Ça me concerne avec mon confrère. Mes confrères. Vous voulez que j'évoque... Est-ce que vous avez rencontré vos clients? Vous voulez que... Je réponds. Vous voulez que j'évoque des choses que je dis avec mes confrères qui relèvent de la stratégie? Vous voulez que le procureur dise ce qu'il a alors qu'il n'a pas... Il n'est pas la stratégie. Oui, monsieur. Le procureur aussi a sa stratégie. Non. Je demande vous avez votre stratégie, lui il a la sienne. Je demande au procureur, pour que les infractions qu'il a évoquées soient précises, qu'il puisse accrocher les chiffres. C'est tout. Et vous avez pu rencontrer vos clients? Bien sûr. Comment ils se portent? J'ai eu le toupet de demander à l'un d'entre eux comment ça va, et c'est la question qu'on pose. Lequel? Non, la question qu'on pose pas au président. C'est pas secret, lequel? Non. Vos clients, lequel? Je refuse de Vous avez rencontré l'ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory? Je refuse de répondre. Il se porte bien? Je refuse de répondre. Oui, maître, on a entendu dire que donc vous n'avez rien à reprocher au procureur? J'ai eu le toupet de serrer la main à cette personne et de demander comment ça va. Vous savez, on se prend un peu comme si on était dans l'ordinaire, mais comment ça va? On ne demande pas à un prisonnier comment ça va. Oui, mais maître, on a entendu dire que vos clients sont mal détenus. On apprend qu'ils sont dans une chambrette à 4 ou 5 dans la même chambre. J'ai pas été là, donc il vous a expliqué forcément leurs conditions de détention. On apprend qu'ils dorment sur des matelas posés par terre. La prison, c'est une privation de liberté. Les conditions de détention, parlez-nous un peu. La prison, est-ce que les conditions sont requises? Vous savez, moi j'ai visité... On parle de l'ancien Premier ministre. J'ai visité beaucoup de prisons en Afrique. Quand vous allez dans les prisons et que vous voyez l'état des prisons, c'est symptomatique justement de l'état de respect des droits de l'homme. Je suis un droit de l'hommiste. Donc la question de la prison, en dehors de la contrainte, c'est que nos prisons sont mal famées. Bien. Et d'ailleurs, les hommes politiques ne se rendent compte que lorsqu'ils y font... Et le procès, c'est pour quand? Allez, on va revenir dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Carrément, on parlera du Mali, entre autres, parce que là, de ce côté aussi, beaucoup de choses à dire avec notre invité ce matin, qui n'est autre que Mamadou Ismaïla Konaté. On revient pour la prolongation. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité. Actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. C'est devenu une habitude, évidemment, la prolongation pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez également sur Suite FM Guinée. Vous êtes du côté de Farana. Vous nous écoutez sur Bambou FM de ce côté. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons essayer de lire quelques propos que vous avez bien voulu laisser là. À vous tous, à l'international, grâce à Cela Média, entre autres, qui relaye cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux évidemment aussi à nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous avec plaisir. Nous allons essayer de prendre en compte vos messages dans cette émission. Je le disais tantôt, notre invité ce matin, on parle justice, il faut le rappeler, l'ancien Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, les anciens ministres de la Défense, de l'Environnement et des Hydrocarbures entament bientôt leur deuxième semaine donc à la Maison Centrale. Le procureur spécial près de la CRIEF, donc, qui a orienté le dossier sur le flagrant délit, dit avoir respecté les dispositions du code de procédure pénale, ce qui n'est pas de l'avis de leur avocat, qui entendent poursuivre Ali Touré pour forfaiture. Que reproche-t-on à la procédure? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. La parole ce matin à monsieur Mamadou Ismaïla Konaté, membre du pôle des avocats d'Ibrahima Kassory Fofana. Il est avec nous dans cette émission Les GG. Un peu plus tard, nous allons nous intéresser également aux syndicalistes, le syndicat national de l'éducation, la fédération syndicale professionnelle de l'éducation et une branche du SHLEG, d'Aboubacar Souma, donc menace d'aller en grève. Il dénonce le récent protocole signé entre le gouvernement, le patronat et les principales centrales syndicales. Dans leur plateforme revendicative, ils insistent à obtenir du gouvernement une augmentation du SMIC à 1 500 000 francs guinéens. Pour en parler, nous allons avoir en direct ce matin dans notre émission Pépé Michel Balamou. Michel Balamou
il est le syndicat, donc il est le secrétaire général du syndicat national. Il sera en direct ce matin dans cette émission. On poursuit le débat, mon cher Ahmed. Oui, alors maître, rebonjour. J'ai deux questions à vous poser. La première question, c'est que vous avez remis la légitimité du procureur spécial, vous avez remis sa légitimité en cause, ou plutôt en doute, en arguant qu'il n'avait aucune autorité pour délivrer un mandat de dépôt. La première question est, est-ce que la procédure du coup devient caduque? Est-ce que le mandat de dépôt est caduque? Et ma deuxième question est, que faut-il faire pour que la CRIEF dont on a besoin dans ce pays fonctionne de manière correcte et qu'on ne tombe plus dans un tel embroglio judiciaire? Alors, dans la situation actuelle, nous avons deux reproches essentiellement à faire. Nous avons un reproche à faire à l'acte et nous avons un reproche à faire à l'auteur de l'acte. En ce qui concerne l'acte, nous indiquons aujourd'hui que le mandat de dépôt a été pris dans des conditions qui violent la loi. Application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 114. Ça, c'est selon votre grille de lecture à vous, quand même. On me demande ce que je... Voilà. Oui, évidemment. Voilà, parce que c'est un avocat aussi. Oui, les grandes gueules. Nul ne plaide pas procureur. Vous n'allez pas quand même m'entendre parler du procureur spécial ou à son nom. Ouais. Je parle au nom de mes clients. Donc, on en a contre l'acte et on va le mettre en cause dans le cadre d'une démarche de procédure de référé devant la CRIEF. Mais est-ce qu'en procédant ainsi, vous... Est-ce que je peux compléter juste Antoine, c'est un référé liberté. C'est prévu par les dispositions du code et on va le mettre en œuvre. Le deuxième, c'est qu'on en a contre l'auteur de l'acte dans les conditions que je vous ai indiquées aujourd'hui. Nous trouvons que sa démarche est une démarche intentionnellement, volontairement violateur des droits. Nous mettons en cause dans le cadre d'une forfaiture. La forfaiture, c'est l'utilisation des droits et des prérogatives d'un magistrat en dehors du cadre juridique. À vous écouter, j'ai l'impression que vous dissociez le procureur de son institution. Vous avez l'impression, on a l'impression qu'il reproche personnellement quelque chose à vos clients qui ne serait pas forcément lié à tout ce qu'on nous dit. Mais parce que le parquet lui-même est une institution. Le parquet lui-même est une institution. Et la tête du parquet, c'est le procureur spécial. Donc, il est en soi une institution. Oui. Alors, mais vous pensez vous pensez que personnellement, il en veut à vos clients? Non. Personnellement. Les grandes gueules. Je sais qui ils sont. Oui, mais les allusions, pas en tant que procureur. Quand il dit, je les connais personnellement, je les ai vus pendant tout le temps que je suis en Guinée, je n'ai quitté ce pays-là qu'il y a 2 mois, je les ai mis sous mandat de dépôt justement pour qu'ils remboursent. C'est quand même très personnel. Voilà. Oui, mais, vous comptez poursuivre le procureur pour forfaiture. Moi, ce que je constate, c'est qu'à cette allure-là, ce sont vos clients qui vont en pâtir, qui vont souffrir. J'ai l'impression que si vous engagez notre procédure au-delà de celle qui est déjà engagée, ça prendra du temps. Vos clients, pendant ce temps-là, croupissent en prison. Qu'est-ce que vous faites pour les sorties vite de prison? Le vin est tiré. Peut-être une liberté provisoire ou, je sais pas, conditionnelle? Non, rien de tout cela. Nous constatons simplement qu'ils sont au titre du mandat qui est illégal en le mettant en cause, le mandat tombe. Deuxièmement, lorsque le mandat tombe, il recouvre la liberté ipso facto. Et troisièmement, nous allons poursuivre un mauvais comportement que nous avons constaté dans le cadre de cette procédure-là et nous allons mettre en cause le parquet. D'accord. Et parlons de votre client, particulièrement Kassori Fofana, dont vous défendez les intérêts aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez de Kassori depuis quand vous êtes son avocat? Dites-nous, en pareil cas, il a été Premier ministre dans ce pays, avant cela, ministre de l'économie sous l'ère Lansana Conté. Dites-nous ce que vous savez de Kassori Fofana. Quel est le lien avec le dossier? Non, vous êtes son client. Oui, non, je ne suis pas son client, je suis son avocat. Excusez-moi, vous êtes son avocat. Dites-nous, c'est votre client. Forcément, il y a si vous le défendez, c'est que forcément, vous savez des choses sur lui, sur les qualités de l'homme, par exemple. Dites-nous ce matin, parlez-nous de votre client, par exemple. Dites-nous que les éléments à charge contre lui ne sont pas forcément exacts. C'est la raison d'être. Même le meurtrier le défend. Un avocat va dire je parle à l'avocat. Un avocat va dire que le client. J'ai envie de l'entendre. J'ai envie de l'entendre justement sur ce sujet. Je veux l'entendre sur ce sujet. Lamine, c'est une question que je pose. Bien sûr que c'est une question qu'il répond. Voilà, il refuse de répondre. Il n'a pas dit refuse ce coup-là. Il va y répondre. Non, je ne refuse pas. Il va y répondre. Voilà. Allez-y. Je veux savoir si Maître Konaté ici présent connaît bien son client. C'est pourquoi je pose la question. Voilà. J'essaie de bien connaître le dossier avant de bien connaître le client. Donc vous ne connaissez pas le dossier? Je dis, j'essaie de bien connaître le dossier avant de connaître. Donc vous ne connaissez pas le dossier? Le problème ici, chez les grands, on n'écoute pas. La question que je me pose, à vous entendre, j'ai l'impression
que Maître Konaté sort de la planète Mars, il vient en Guinée, il ne sait pas pourquoi il vient en Guinée. Antoine. Ce matin, il dit qu'il ne connaît pas le dossier. Vous ne pouvez pas défendre un dossier que vous ne connaissez pas. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas défendre un dossier que vous ne connaissez pas. Cher ami, vous me dites, est-ce que je connais... en français, vous me dites, est-ce que je connais bien le client? J'ai dit, je préfère d'abord bien connaître le dossier. Ça veut dire que vous ne connaissez pas bien le dossier. Oui, c'est ce que vous en déduisez. Non, vous parlez en français, maître. Vous voulez d'abord bien connaître le dossier. Cela veut dire que vous ne connaissez pas bien le dossier. Je vous laisse avec vos propos. Bien. Allez-y, Mafoudia, pour entamer d'autres sujets. Moi, je voudrais revenir aux éléments. Les éléments que vous recherchez tant. Le procureur, il dit qu'il les a. Moi, je m'imagine un scénario. S'il vous mettait sur la table les éléments aujourd'hui, à quel scénario on aurait droit dans la procédure? Ça dépend quel type d'éléments. On ne demande rien d'autre qu'avoir l'ensemble des pièces du puzzle. L'ensemble des pièces. C'est ça le procès équitable, c'est ça le procès loyal. Ce qui n'est pas supportable, c'est qu'ils disent aujourd'hui, j'ai des choses, mais je les sortirai quand je déciderai. Non, la procédure n'est l'objet de personne. Bien. Absolument personne. La transparence, Maître Konaté, allez-y, Ahmed Derlin. La formule pour tous ceux qui ont été arrêtés ces derniers temps, c'est une libération sur caution. On est même allé jusqu'à 30 milliards pour certains. Alors, si cela était proposé aujourd'hui, est-ce que vous allez l'accepter afin de mieux préparer le dossier avec votre client dehors? Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui l'accepte en lieu et place de mes clients? Non, parce que vous pouvez lui proposer. Non, vous pouvez proposer son conseil. Voilà, c'est clair. Le conseil a fait la proposition. C'est pas moi qui fais la proposition. La proposition est faite en tenant compte les grandes gueules mis en cause. Et là, pour l'instant, il le dit bien, on ne connaît pas le montant mis en cause. Ça peut aller jusqu'à 100 milliards, c'est possible. N'épilongons pas, parlons de choses que l'on sait par rapport au dossier aujourd'hui. On ne connaît pas de chiffres. Et quelle sera la suite de la procédure, maître? Eh bien, la suite de la procédure, visiblement, il tente difficilement de saisir un juge d'instruction. On essaie de faire barrage. Et deuxièmement, nous essayons de revenir donc à la procédure de base pour tirer les conséquences évidente de la violation du droit. Voilà. Est-ce qu'il y aura procès un jour? Inch'Allah. Voilà. Vous en doutez fort? Inch'Allah. Mamadou Ismaïla Konaté, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On va parler de votre pays, le Mali. Ahmed, s'il te plaît, voilà, parce que c'est important. Je sais qu'il défend tellement de cas difficiles. On se rappelle du cas de cet opposant du côté du Mali. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que je vois qu'il était pourchassé à un moment donné. C'est difficile. Décidément, vous êtes là avec les dossiers très chauds. Vous savez, c'est toujours facile de prendre un dossier du point de vue de l'État, du point de vue des pouvoirs publics. On vous laisse même pas faire. On vous donne les conclusions, on vous donne les requêtes, on vous donne les arguments, on vous donne tout et vous gagnez tout. Ce qui est le plus important aujourd'hui, qui implique véritablement l'état de droit, c'est la situation de l'opposant historique malien Oumar Mariko, qui a donné toute son énergie, toute sa volonté, justement à la construction de l'état de droit au Mali. Oumar Mariko a été mis en cause dans des conditions pour lesquelles j'ai été avec lui et d'autres pour le défendre. Et dans un deuxième temps, depuis le 26 mars, Oumar Mariko était l'invité donc du mouvement démocratique pour évoquer le Mali. Et il se trouve que dans l'évocation du Mali, il a évoqué la situation dans la zone de Moura aujourd'hui, qui implique les forces de défense et de sécurité du Mali dans des conditions qui sont très délicates. Oumar a pris la parole pour invoquer un certain nombre de choses. Sans doute que ce qu'il a dit n'a pas plu à un certain nombre de personnes. Sans doute que les gens se sont sentis mal dans leur peau, qu'on lui a envoyé toute une armada de gendarmes pour aller le cueillir chez lui. Malheureusement ou heureusement plutôt, il n'était pas là. Et depuis, j'ai pas de nouvelles d'Oumar. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'était la veille. Voilà. Il y a aussi la mort récemment de l'ancien Premier ministre en détention dans votre pays, que je connais personnellement, que j'ai eu l'occasion justement d'avoir également au téléphone quelques temps avant, avec lequel on a évoqué des sujets qui sont plutôt très personnels, très intimes, et ça n'a aucun sens aujourd'hui d'évoquer ce sujet-là pendant qu'il est... Et comment comprenez-vous l'entêtement des autorités maliennes dans cette affaire aussi? Parce qu'à un moment donné, la famille, même les avocats ont demandé à ce que cet ancien Premier ministre bénéficie d'une liberté pour aller se faire soigner. Ils n'ont pas été entendus. N'ayant pas été dans le dossier, vous comprendrez que là, je m'adresse là pas à l'avocat, mais à un observateur. Constatez simplement mon émotion et épargnez-moi de répondre à cette question. Alors, quand on prend la Guinée, le Mali, évidemment, nous vivons dans la même situation en ce moment. Peut-être qu'on a crié trop tôt, je vais pas dire la victoire, si on peut se me dire ainsi, à dire que Je vous l'ai dit ici.
Voilà, je l'ai dit au Mali le lendemain du 18 août. Le 18 août, j'étais sur le plateau de TV5. Quand on m'a dit quelles sont les perspectives, vous savez, j'ai dit, moi, naturellement, je suis sceptique avec tous les hommes habillés, pour ne pas dire armés. L'intention de départ est toujours bonne, mais la manière de faire fait qu'il manque de délicatesse par rapport à nous, civils. Là où de la discussion jaillit la lumière, il n'y a pas de discussion quand il s'agit d'un ordre donné par un militaire. L'ordre, ça s'exécute sans murmure ni branchement. Okay. Allez-y, Mafoudia, pardon. Alors ces transitions avec les militaires viennent généralement lorsqu'on constate qu'il y a un dysfonctionnement avec les civils. Et je vous ai écouté ici dans ce studio, vous êtes de ceux-là qui pensent que on n'a pas à trouver les raisons de notre échec dans le comportement des autres, les Européens. Alors, aujourd'hui, quand souvent les gens là arrivent, ils se donnent pour tâche d'organiser, d'aller vers des gens qui sont rendus coupables de corruption ou pas, entre guillemets, peut-être qui nous ramène à ce dossier. Justement, comment comprendre aujourd'hui, comment mener cette lutte s'il était question de prodiguer des conseils à ces différentes gens, comment aujourd'hui faire face à ces cas de corruption qui quand même ont donné le ton pour ces transitions, parce que quand on prend les pays où il y a le djihadisme, on dit que, par exemple, c'est le cas du Niger, où on dit que l'armée n'a pas été suffisamment équipée, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais la corruption s'est aussi invitée. Justement, comment comprendre cette lutte, comment elle devrait être menée dans nos pays? Vous savez, c'est assez paradoxal. La semaine dernière, j'étais invité à Abeokuta, qui est une ville du Nigeria, à 140 km de Lagos, sur l'invitation donc du président Olusegun Obasanjo, qui y était, du président Goodluck Jonathan qui y était, du président Baikoroba de Sierra Leone qui était, la vice-présidente de Gambie et bien d'autres anciens ministres et beaucoup d'autres. Pour prendre simplement conscience que notre système de démocratie est un ratage complet. Il y a eu un détournement qui a permis donc à des gens, par le biais de l'élection, de pouvoir se doter de prérogatives de puissance publique, s'imposer à nous, exercer le pouvoir d'État, comme en Guinée. Comme en Guinée de Alpha Condé. S'il m'entend, il comprendra de quoi je parle. Il nous regarde, hein. Il nous regarde à la télé. Le deuxième élément, c'est que nul ne peut se mettre les grandes gueules de cette situation. À partir du moment où on dit cela, il ne faut pas non plus vouloir justifier ce mauvais comportement par un autre mauvais comportement qui consiste à confier quelque chose à quelqu'un qui n'est pas le mieux désigné. Et deuxièmement, madame, faites attention, en pouvoir de transition, tout le monde est précaire. Personne n'a de légitimité. Ceux qui parlent n'ont pas de légitimité, ceux qui agissent au nom de ceux qui parlent n'ont pas de légitimité non plus. C'est pour ça que l'on veut que les choses se passent relativement simplement dans un temps limite. Alors, monsieur le ministre, par exemple, sur le plan géopolitique, on dit souvent que la grandeur d'un pays, sa géographie peut être un avantage, mais aussi une source de déstabilisation. Et on sait que le Mali, une bonne partie aujourd'hui, échappe au contrôle du pouvoir central. Est-ce que, à votre avis, on pourrait organiser des élections dans un tel contexte? C'est l'argument aussi développé par les hommes en uniforme, la junte. Est-ce que vous comprenez un peu ce langage? Ça, c'est la première question. La deuxième, j'ai suivi votre interview avec Jeune Afrique, l'actu vu par le ministre Konaté, où vous disiez qu'il faut à un moment donné qu'il cesse de se prendre pour les petits-fils de Sondiata. Et donc, sinon, on risque d'excommunication diplomatique. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Vous savez, tous les Maliens se tapent la poitrine aujourd'hui en rappelant simplement que nous sommes les descendants des grands empires et des grands royaumes. C'est une évidence absolue. Franchement, Konaté, je suis fier. Pour autant, le rattachement Konaté et la grandeur de Konaté ne se justifient non pas par rapport à ce que mes aïeux l'ont fait, mais par rapport à ce que moi je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je rappelle aux Maliens qu'une chose est de se disloquer, mais devant l'évidence, il faut arrêter de se disloquer, il faut se parler. On peut se parler, ne pas se mettre d'accord, mais il faut au moins se parler. Parce que quand on ne se parle pas, après ce sont les armes qui parlent. Et ce n'est pas une bonne chose en soi. Ce que je regrette profondément aujourd'hui dans mon pays, c'est qu'aujourd'hui la classe politique, la société civile et toutes les sociétés réunies sont en rupture de banc de discussion. Et vous voyez là où ça peut nous mener aujourd'hui, c'est dans des situations d'orgueil mal affirmé, d'intransigeance insupportable et de dire moi ou le chaos. Moi ou le chaos. Et le 2 mars, pardon, sur juste un replay, le 2 mai, Ahmed, vous l'avez ici, vous avez fait cette lettre ouverte, vous l'avez adressée à Alpha Condé. Adressée à Alpha Condé quand vous signalez qu'il ne faut pas rajouter à la témérité l'arrogance et le dédain. Qu'est-ce que vous avez voulu dire clairement en faisant cette lettre ouverte?
Parce que d'abord, cette lettre ouverte résulte d'une personne qui a connu Alpha Condé, le président Alpha Condé, pour lequel j'ai énormément de respect. Et on se laisse aller dans des discussions comme ça où, franchement, entre les deux, vous ne savez pas qui est le plus âgé, qui est le moins âgé. Et c'est pour cela que j'ai été là les premières heures quand Alpha Condé se battait dans ce pays-là. Et j'ai été là pendant 2 mois et demi pour plaider pour le président Alpha Condé, dans des conditions extrêmes. On l'a tiré d'affaire avec 21 autres personnes qui étaient tous là au nom de ce que la solidarité africaine devrait nous permettre aujourd'hui, de sortir Alpha Condé des griffes du régime militaire. Donc vous avez été son avocat. Exactement. Donc c'est lui qui vous a demandé de venir défendre Kassori et compagnie. Entre nous, alors on regarde dans les yeux. Je vous regarde. Alors vous savez la blague de Mitterrand et de Chirac, qui se regardent tous les deux quand Chirac a dit, Mitterrand a dit à Chirac que Ali Goï Verdi était venu le voir pour lui expliquer que machin et tout ça. Il dit, mais Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux? Mitterrand lui dit, je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que vous êtes venu me dire. Alors je vous regarde droit dans les yeux que je n'ai eu aucun contact avec Alpha Condé. La dernière fois vous me regardez plus dans les yeux là. Non, la dernière fois, j'essaie de me souvenir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au sommet de l'Union africaine qu'il présidait à Kigali. Bien. Mamadou Ismaël Konaté, notre invité ce matin. Alors, moi, je voudrais revenir sur le Mali. Et lorsque vous parlez de dialogue, peut-être j'ai une mauvaise lecture, peut-être vous allez m'aider, mais j'ai l'impression que les Maliens ne se sont jamais parlé comme maintenant. Parce que sur la question de sécurité, les priorités, on écoute quelques porte-paroles du côté du Nord et quelques Maliens dans la capitale. On a l'impression qu'ils s'accordent tous sur la même chose. Donc, quand vous dites que il y a besoin l'ennemi principal, c'est la France. De parler aujourd'hui, je me demande comment est-ce que vous ne percevez pas cela, ou bien c'est moi qui fais une mauvaise lecture? Madame, il y a un mois, il y a eu près de 120 morts au nord du Mali. Depuis un mois, il y a quasiment autant de morts au centre du Mali. Depuis tout le temps, les hommes politiques maliens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'essentiel. Pendant ce temps, il y en a un qui, lui, est d'accord, excusez-moi du terme, pour buter du Malien et pour buter du Mali. Ce sont les terroristes. Si on n'est pas capable de prendre conscience que nous tous, on peut ne pas être d'accord, mais que le danger, lui, c'est ce qu'il faut descendre, il ne fait pas de distinguo, là, il est important de parler. Sur la question de l'élection, je reviens, mon cher ami. Je n'oublie pas. Sur la question de l'élection, alors il est téméraire, ce garçon. C'est toujours un sujet biaisé lorsque l'on dit oui, mais est-ce qu'on peut organiser des élections dans ce contexte? Oui. La question n'est pas dans ce contexte ou demain. La question, c'est de se mettre d'accord sur le principe de l'élection pour simplement s'éloigner de 2 références qui sont maléfiques. Lorsque l'on dit aujourd'hui qu'il n'a droit d'accès au pouvoir qu'en raison du sang ou en raison de son rang, il y a un problème. Ou en raison de l'arme que l'on porte. Parce que quand on est armé, on accède au pouvoir aujourd'hui. Je veux que sur le principe, on se mette d'accord simplement sur le tempo. En disant aujourd'hui, ceux qui sont en place, il ne s'agit pas de les remplacer. Il ne s'agit pas de les combattre. Mais ça fait quand même 20 mois qu'ils sont là. Ça fait quand même 20 mois qu'ils ont pris des engagements vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du Mali, vis-à-vis des Maliens, vis-à-vis de la communauté internationale. Où est le résultat aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Repartons toujours avec eux, mettons-nous d'accord sur un dispositif, à la limite, définissons les actions, définissons les acteurs, définissons le temps, et tout le monde est tiré d'affaire. Et le constat qui est fait, si vous permettez, on a l'impression qu'il y a certains capitaines qui est Goïta, mais le véritable maître à bord... il est colonel, attention. Ok, le colonel, je parle de... le capitaine du bateau. Le capitaine à bord. Vous avez on a l'impression que c'est Goïta, mais le véritable maître, c'est le Premier ministre, Choguel. C'est Choguel qui aujourd'hui prend la parole pour tenir tête à l'Occident, à la CEDEAO, à presque tous ceux qui disent du mal de la transition malienne. Comment comprenez-vous ce silence? Je pense que dans une bande, il y a toujours un maléfique, un malfaisant. Quelqu'un qui est nuisible. Et je pense aujourd'hui que le Premier ministre lui-même doit faire le constat qu'il est devenu l'équation... Il est nuisible à quel point? L'équation insoluble. Le Premier ministre est nuisible à quel point, monsieur? Au plan intérieur d'abord, dans le dialogue avec les hommes politiques. Au plan extérieur, avec l'ensemble de nos engagements. Aujourd'hui, le Premier ministre est incapable de discuter avec qui que ce soit. Mais c'est quoi le point d'achoppement aujourd'hui? Peu importe. Entre vous, acteurs politiques, parce que si vous dites le plan intérieur, il a des problèmes avec les politiques, c'est quoi le nœud gardien? Son propre camp, M5. Vous savez aujourd'hui qu'une dizaine de personnes font l'objet de sanctions qui les exclut quasiment de la participation de l'ensemble des activités dans le cadre du M5. Ça, c'est dans son camp. Ensuite, dans le gouvernement, c'est pas un secret de polichinelle, la moitié des ministres ne parlent pas au Premier ministre.
Ensuite, dans nos rapports avec l'ensemble de la communauté internationale, UEMOA, CEDEAO, et on ne peut pas aujourd'hui ne pas prendre conscience de cet état de fait et faire en sorte aujourd'hui qu'on est seul à vivre. Alors, vous savez, on peut se taper la poitrine et se réjouir de ce qu'on est le meilleur fils de sa mère, mais de là se prendre pour le meilleur fils. Pas vivre à vase clos. Comment? Pas vivre à vase clos. Oui. Pas évoluer à vase clos. Exactement. Oui, alors, monsieur le ministre, quand on regarde aujourd'hui la configuration de tout ce qui se passe dans ces pays où il y a eu le coup d'État en Guinée, au Mali, au Burkina, on voit que c'est une ligne. Quelle vision peut-on avoir du futur par rapport à l'Afrique de l'Ouest? Une grosse inquiétude, c'est ce que j'ai dit aux chefs d'État réunis. Une grosse inquiétude. C'est-à-dire qu'on résout le mal par le mal. On résout le mal par le mal. Que faut-il faire alors? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre balle à terre. Ouais. Aujourd'hui, réfléchir et se projeter aujourd'hui par rapport aux perspectives que nous voulons, nous, avoir en termes de gouvernance. Le premier élément, c'est que la loi, on n'est pas regardant, mais la morale nous quitte. Si l'élément moral n'est pas la référence première et immédiate, il y a un problème. Donc aujourd'hui, dans le profil des hommes qui doivent être désignés ou élus pour éventuellement prendre en charge les perspectives au sein de nos pays, la morale doit être la première déterminante. La compétence, la capacité et surtout la redevabilité. Mais si ces hommes-là aussi se retrouvent là au hasard, personne n'a rêvé un jour que Doumbouya, il y a un an, pouvait être à la tête de la Guinée. Mais si vous lui posez la question lui-même, parlant de Doumbouya, je pense que s'il réfléchit par 2 fois, il se dirait, mais si c'est à refaire, je ne serais pas là. Parce que la chose n'est pas simple. Elle est très compliquée. Finalement, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des échecs qu'on constate à tout moment et on ne s'en sort pas. Il y a des générations d'intellectuels qu'on a connus après les tout premiers qui ont pris l'indépendance. Et puis, on a commencé à s'enfoncer. Plus jamais, ça n'avance. Je ne sais pas si c'est le constat que vous faites. En tout cas, sur le rêve démocratique qu'on a, on n'a pas avancé dessus dans toute l'Afrique de l'Ouest, à part bien sûr le Ghana qui s'en sort un peu. Le Sénégal. Alors, Ghana, soyons inquiets. Le Ghana, le Sénégal. Soyons inquiets de la réunion où j'étais. Oui. Je ne dois peut-être pas le dire, mais la grosse inquiétude, c'est aussi le Ghana où les choses ne sont pas très simples. Bien. Alors, ça veut donc dire qu'il y a problème aujourd'hui, et est-ce que vous arrivez au moins à l'identifier? Parce que c'est bien beau de tirer sur des militaires qui prennent. Non, je ne tire pas. Mais lorsque vous avez une population qui se trouve dans une situation compliquée, comme c'était le cas pour la Guinée ou pour le Mali à un moment donné, vous vous dites bien, mais vous n'avez pas où donner la tête. Les militaires passent pour une solution. Mon problème, ce n'est pas militaire ou civil. Vous avez d'abord le Sénégal qui est quand même une réussite. Non, mais pour vous, les militaires, c'est le mal. C'est le mal qu'on choisit pour corriger un mal. Ce qui est le mal, non, je dis l'option militaire pour régler le problème qui nous vaut les militaires est une mauvaise option. Pourquoi? Mais c'est quoi l'autre option? L'autre option, c'est le citoyen. Vous savez, la rupture de tout cela résulte de l'absence de contrôle citoyen. Tous ces hommes politiques, Alpha Condé d'une part, Lansana Conté d'autre part, Dadis et toute la suite, ont été applaudis dans ce pays par des hommes et des femmes, et pas des moindres. C'est des gens qui se sont départis de leur engagement citoyen, qui est que aujourd'hui la première déterminante est l'intérêt général. Ici, par exemple, il y a une détermination, mais elle était véritable, elle était visible, mais elle est allée à bout de souffle. Oui, mais il faut même la saluer. Parce que l'homme s'est donné des pouvoirs militaires, même s'il était civil, pour se cramponner. Et il s'est cramponné. Ça se termine toujours. Autant de fois que ça se termine à Conakry, autant de fois que ça se termine à Bamako et à Ouagadougou, c'est autant de gains pour nous citoyens de nous engager. Il faut pas désespérer. Est-ce qu'il ne faut pas repenser même le système entre autres, Jacques, merci. Entre autres. Maître, puisqu'on parle de la Guinée. Mais pas que. Oui. Pas que. Peut-être il faut d'abord partir de là. Non. Il faut que le citoyen redevienne le citoyen. Il faut que le citoyen redevienne le citoyen. Qu'est-ce qui nous vaut ces débats-là? Qu'est-ce qui nous vaut ces débats? On n'est pas plus grande gueule que tous les autres Guinéens qui sont là-bas. C'est qu'on prend conscience de notre engagement citoyen, on vient l'exercer ici. C'est comme le droit de vote. Évidemment. Dans un pays comme le Mali, les gens se sont battus au prix du sang pour aller voter. Le Mali n'a jamais dépassé 35% de participation depuis 1991 à tous les scrutins. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut? Bien. Sauf qu'on ne parvient pas à régler les problèmes les plus fondamentaux. Lesquels? La sécurité. Mais attendez, la sécurité c'est aujourd'hui.
Il y a 30 ans, on était en paix absolue ici. On allait à Bamako de Cancan sans aucune difficulté. Aujourd'hui, la sécurité, c'est là. Mais avant la sécurité, c'est notre engagement citoyen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi bien regardant du dedans que du dehors. C'est ça le vrai problème. Et l'engagement citoyen aujourd'hui, la liberté de la presse, les médias, la capacité pour vous de venir m'interroger ici, y compris de me mettre en cause en tant que, ça résulte de quoi? Un engagement. L'autre question... Mamadou Ismaël Konaté, notre invité. Oui. Dernière question. Dernière question, c'est lié à votre ancien client, Alpha Condé, qui a regagné le Bercail après un bref séjour à Abu Dhabi, où il était allé pour des soins médicaux. Et un séjour qui a été écourté à cause d'un enregistrement sonore qui est arrivé à Conakry. Vous avez certainement suivi cela à distance. Non. D'accord. Bien. Alpha Condé est revenu en Guinée. Dites-nous quelle appréciation vous en faites de ce retour au Bercail et de ses conditions de détention aujourd'hui aussi. C'est d'abord une très bonne chose qu'il revienne à la maison. Ensuite, c'est une très bonne chose qu'il reste à la maison. Et enfin, c'est quand même une bonne chose que l'on puisse lui déterminer son statut carcéral. Ouais. Pour l'instant, il n'a pas démissionné, hein, même si on attend cette lettre de démission dans les semaines à venir. Son statut carcéral. Voilà. Oui. Parce que là, il est incarcéré. Il est retenu dans tout son gré. La junte a dit qu'il était libre. Merci Antoine. Bien, allez-y, dernière question. Alors pour conclure, dernière question. Allez-y. Pour conclure, maître. Allez-y. Les grandes gueules. Cette lettre de démission. Est-ce qu'il faut absolument qu'il démissionne à ce stade-là? Non. Déjà, il était, sur le plan démocratique, le 3e mandat, il était dans l'illégalité. Allez-y, dernière question. Il a lutté contre. Bon, je peux poser. Vas-y, mon gars, vraiment rien dit. Merci. Allez, Antoine. Merci. Alors, Monsieur Kourouma. Merci beaucoup, Monsieur Guirassi. Allez-y, Monsieur Kourouma. Donc, la dernière question, je vais reprendre un peu vos propos. Vous avez parlé de morale, d'éthique et de rigueur. Tant mieux. Moi, j'ai un souci, c'est que et là, ça vaut pour tous les pays de la région. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, il y a des individus qui se font plus royalistes que le roi et qui ont tendance à vouloir être revanchards, à vouloir être plus sélectifs ou plus magnanimes que la justice elle-même pour plaire au chef. Et c'est malheureusement ce pourquoi moi je me suis insurgé contre certaines pratiques qui avaient cours ou qui commençaient à avoir cours dans notre pays. C'est à cause de cela, cet esprit revanchard de ceux qui étaient frustrés hier. La question est, maître, comment peut-on faire pour que sur notre continent, et notamment la partie ouest de nos continents, la justice soit respectée avec les droits de la défense et les droits du citoyen à ne pas se faire arrêter n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance et par n'importe qui? C'est mon sacerdoce, c'est mon engagement et c'est ma volonté de tous les jours. Je rappelle simplement aux gens qu'on peut cracher sur le droit, mais on en a toujours besoin un jour ou l'autre. Vous savez, se retrouver en prison à la suite d'un coup d'État, c'est une chance aujourd'hui. Il y a quelques années, on vous coupait la tête. Yeah, direct. Je vous rappelle simplement le cas du Libéria avec Samuel Doe et Tolbert. Samuel Doe lui-même, les conditions dans lesquelles il a été lui-même tué. Ou Robert Gueye qui s'est retrouvé à vouloir balayer les balayeurs, qui lui-même a été balayé dans les conditions. Donc aujourd'hui, c'est une l'exécution. chance énorme. Et je pense que quand on va de cascade de violation en cascade de violation, il ne nous reste plus qu'à prendre conscience que notre comportement doit être le plus sain possible. Donc la justice, oui, le droit, oui, et l'état de droit doit s'imposer à tout le monde. Ce qui ramène le chef de l'État, fut-il le colonel Doumbouya aujourd'hui, à son état d'être mortel. Quand on est derrière et que personne ne vous dit non, que tout le monde vous dit oui, que tout le monde vous dit, et quand on est Doumbouya, que vous êtes le plus grand, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'il est le plus beau, ce qui est aussi vrai, qu'il est le plus mignon, ce qui est aussi vrai, mais les gens oublient simplement de vous dire que vous êtes immortel. Donc que Doumbouya n'oublie jamais que comme moi, comme Lamine, on va se coucher un jour. Évidemment. Faites une belle transition, évidemment, ce qui nous amène à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Même s'il est avocat, en tout cas, on va essayer d'accorder le bénéfice du doute ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'International Diba. Vous allez prendre le micro. Le sens de la rubrique, en fait, c'est oui ou non. Hein, vous n'avez après, si vous ne voulez pas répondre, vous ne dites pas je refuse, vous dites Joker. Joker. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, oui ou non, Diba Milimono. Oui ou non, vos clients
aujourd'hui, ne devraient pas être en prison parce que vous mettiez plus en avant un manque de preuves contre eux. Oui. Allez-y, Ahmed Kourouma, oui ou non? Merci. Oui ou non, Doumbouya aujourd'hui est en train de tomber dans une espèce d'ivresse du pouvoir? Joke. Alors, oui ou non, l'Afrique de l'Ouest est mal barrée aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de visibilité au niveau de cette transition? Oui ou non, vous êtes un anti-Goïta? Joke. Allez-y. Alors oui ou non, dans ce dossier Kassori, et si on s'en tenait au fond seulement, vous ne serez pas aussi enthousiaste? Je connais pas le fond. Joke. Oui ou non, la France a sa place dans cette lutte contre le terrorisme au Mali? Oui. Antoine? Oui ou non, il n'est pas évident que vos clients sortent de sitôt? Non. Oui ou non, la tentative ou la tentation du 3e mandat d'Alpha Condé a été un déchirement pour vous? Profondément oui. Oui ou non, Choguel Maïga au Mali est à la base de tous les malheurs de ce pays aujourd'hui? Carrément. On continue l'émission avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Nous sommes à l'international évidemment ce matin, mesdames et messieurs, dans cette émission. Monsieur le ministre, pardon, voilà, monsieur le Premier ministre, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. On va vous proposer des figures, évidemment des photos à l'écran, et vous allez me dire ce que vous pensez en fait de cette personne. C'est une association d'idées. Comprenez-vous? Voilà. Allez-y, Jacques Léo Aleno, ça peut être des personnes qui ne vivent plus, hein, comme entre autres. Voilà, c'est bien cela. Django Sissoko. Je salue sa mémoire. Salut sa mémoire. Choguel Maïga. Je peux pas le détester. Tout comme. C'est quoi de lui? Il dit je peux pas le détester, mais tout comme. Voilà. J'adore vos réponses. Céline, l'écrivain. Beauté. Je ne sais pas si c'est autorisé, Lamine. Là, une chose, je donne non. La France. J'aime sans plus. Mariam Abba. J'adore. Kassori Fofana. C'est mon client. Alpha Condé. Mon ancien client. Doumbouya, le président Doumbouya. Le président Doumbouya. Non, mais que je ne connais pas. C'est une association d'idées. Que je ne connais pas, que j'aimerais bien connaître dans un face-à-face. Si vous le connaissez, dites-lui que... Lamine le connaît bien. Lamine? Oui, avec plaisir. Voilà. On fait du donnant-donnant. Oui, on fait du donnant-donnant. C'est un ami. J'ai pas dit le contraire. Mais alors? Non, mais j'ai juste répondu. Abdoulaye Diop. C'est bien. Moi, je l'adore, Doumbouya, donc j'ai pas de problème. C'est un ami que j'aime bien. J'adore le président. Moussa Traoré. Pas de problème. C'est ton ami. Juste pour vous dire, quand j'étais proposé ministre, je voulais passer le pont de Bamako pour aller faire l'annonce à ma mère. Mon père n'était plus. J'ai pas pu passer le pont de Bamako parce qu'il y avait un embouteillage. J'ai dû tourner et j'ai atterri au domicile de Moussa Traoré pour lui demander de me faire des bénédictions parce qu'on me proposait d'être ministre. Il m'a fait des bénédictions en me disant vas-y tant que tu peux et arrête-toi là où tu sens tes limites et ne te sens pas obligé quand c'est pas nécessaire. C'est exactement ce que j'ai fait. En démissionnant également, j'ai pensé à Moussa Traoré. Nata Draman Ouattara. Qui est une amie. L'imam Diko. Ben voilà. Qui n'est pas simple, que j'ai connu, avec lequel j'ai des échanges, qui est loin d'être simple. Alors c'est une question, du coup j'ai pas de personnage. Quelle est, pour vous, la référence absolue en termes de politique en Afrique de l'Ouest? Quel est celui qui vous a servi de modèle? Mandela. Merci beaucoup. Afrique de l'Ouest? Je connais pas. J'ai pas entendu. Macky Sall. L'autre drôlerie avec Macky Sall, je me suis retrouvé en Guadeloupe, dans la délégation du président de l'Applique du Mali. J'étais pas ministre à l'époque. Et on était logés dans... Aux Antilles? Aux Antilles, oui. Ok. On était logés... À Pointe-à-Pitre chez Lamine. On était... Non mais c'est pas... Allez-y. Il a subjugué. Ahmed. Non. Ahmed, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, tu m'as chambré hier, je vais te chambrer là. Est-ce que tu as pris des cours de géographie La Guadeloupe, c'est aux Antilles. C'est les Antilles, la Guadeloupe, c'est les Antilles. C'est un rappel subite. C'est un rappel subite. La Guadeloupe, c'est les Antilles. Oui, tout à fait. Ah d'accord. Et française en plus. Bah oui, française. Martinique, Guadeloupe, Guyane et tout ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Je me suis retrouvé donc dans le même hôtel que l'ensemble des présidents
Et je me suis retrouvé pas loin de la chambre de Macky Sall. Et il y avait une manifestation officielle et Macky Sall était déjà bien habillé et prêt à partir. Tandis que moi, je n'étais pas habillé et que j'avais donc ma veste, j'avais besoin d'un coup de fer. Et je suis sorti de ma chambre pour juste donner ma veste à la dame pour aller faire le coup de fer. Et j'étais en peignoir. Et quand la porte de ma chambre d'hôtel s'est claquée. Waouh. Et je ne pouvais pas, quand Macky Sall arrivait en trompe avec sa garde, et moi j'étais en robe de chambre en face. Donc, il arrive vers moi, je dis bonjour monsieur le président, il dit bonjour, j'ai dit mais vous voyez que je suis pas habillé, il me dit oui, je me rends compte, oui. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin dans cette émission Les GG. C'est un plaisir, je suis venu vous saluer et merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Et 1000 fois pardon à monsieur le procureur spécial si mes propos ont dû le toucher quelque part. C'était pas mon intention. Et j'aimerais bien lui aussi faire sa connaissance. Et je vais de ce pas aller le trouver pour lui serrer la main. Et lui, qui est un ami aussi d'ailleurs. C'est de bonne guerre. Alors je dirais que on a un ami en commun. C'est bien cela, évidemment. Ali Touré. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, la suite de l'émission, nous allons nous transporter, si vous le voulez bien, à Amadousso, du côté de l'intérieur du pays, évidemment. D'où nous allons joindre, notre deuxième invité ce matin, qui n'est autre que Michel Pépé Banamou, que nous allons appeler dans un instant. Les GG continuent. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace.